Au nom de toute la nation congolaise, le président de la République a félicité et exprimé toute la reconnaissance aux Léopards Basketball Senior, messieurs, pour leur sacre. C'était au cours de la cérémonie de remise des trophées au chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, à l'occasion de leur victoire à Bamako, au Mali. L'équipe nationale de basketball masculin avait réussi à battre la sélection correspondante du Kenya par les scores de 81 contre 62 après avoir défait les jusque-là imbattables athlètes d'Angola en demi-finale. Conduits auprès de l'autorité suprême par le ministre des Sports par intérim, les Léopards sont allés présenter la coupe aux premiers sportifs congolais et remettre les trophées gagnés lors de cette édition inaugurale de l'Afrocan. L'engouement du basketball en République démocratique du Congo n'est plus à démontrer au regard du nombre de licenciés, aussi bien chez les dames que chez les messieurs, ce qui les place comme deuxième discipline sportive après le football. Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, nous rangeons derrière votre vision de l'émergence d'un Congo nouveau, où les valeurs et les compétences font bonne figure. Contre toute attente, le président de la République a offert aux professionnels 2 balles au panier, plus que ne l'espérait le ministre ad intérim. Ils ont été rassurés de l'accompagnement de l'État congolais au tournoi d'Espagne et l'implication personnelle du chef de l'État dans toutes les compétitions. Combattant victorieux, j'aimerais vous dire au nom de toute la nation un grand merci. Merci pour cet honneur que vous nous faites, mais merci également d'exprimer cette volonté du Congo nouveau que je voudrais voir émerger. Un Congo uni, comme vous l'avez été, dans toutes ses diversités. Un Congo engagé, comme vous l'avez été, pour son mieux-être. Et un Congo qui gagne, parce que vous avez gagné. Et par là, vous avez démontré que quand on est unis, on est déterminé dans son engagement, on finit toujours par gagner. Au nom des Congolais, que je vous annonce avec plaisir qu'il vous sera remis une prime. Mais au-delà de tout cela, je m'engage, et ça c'est un cadeau personnel du président de la République, à offrir un véhicule à chacun. À la grande satisfaction des dirigeants sportifs du pays et d'Afrique, ils ont honoré la nation. Ils ont honoré l'État congolais, et le chef de l'État est allé au-delà de nos espérances. Le président vient de résoudre un des grands soucis, c'était la construction d'une salle couverte. Et vous-même, vous l'avez suivi avec moi, la salle couverte sera de 15 000 places, c'est-à-dire elle sera l'équivalente de celle construite en Angola, à Luanda. C'est une fierté et cette salle va pas seulement permettre au basketball, va permettre aussi aux autres disciplines qui se jouent dans la salle. Il convient de rappeler que Félix-Antoine Tshisekedi avait pratiqué le basketball à l'âge de scolarité parmi les sports les plus connus. La société commerciale de transport et des ports compte parmi des entreprises publiques qui disposent d'importants parcs immobiliers à Kinshasa et en province. Le constat est amer. Nombre d'acteurs politiques congolais se sont accaparés des villas appartenant à l'ex-Onatra sans verser des loyers. D'autres sont allés plus loin en s'octroyant des documents de propriétaires. Je remercie le chef de l'État, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi. Je vous rassure que le chef de l'État a le souci d'accompagner cette entreprise. Le président de la République a le souci qu'on est en train de récupérer tous ses avoirs perdus. Vous savez qu'on est victime d'une spoliation à grande échelle, d'une spoliation par certains députés. Le personnel de l'ex-Onatra crie contre l'injustice. Des Congolais, toujours eux, couverts sous l'identité des Libanais, Indiens et Pakistanais,
ont construit des ports privés dans l'espace de l'entreprise publique. C'est le cas de Banana, Boma et Matadi. Nous, en tant que délégation syndicale de Matadi, on a dit que cette fois-ci, non, on ne laissera jamais nos patrimoines polluer. Et c'est ça que j'ai amené ce message auprès du camarade délégué syndical, du secrétaire général Armand Sassé et tout l'ensemble des agents de l'ONATRA Kinshasa pour leur dire notre détermination qu'on ne laissera même pas 1 centimètre de patrimoine de l'ONATRA être spolié. Cette fois-ci, on mettra notre vie en danger parce que trop c'est trop. Depuis le mandat passé, l'ancien gouvernement, on a vu spolier nos patrimoines, on a vu des injustices, on a vu des fournisseurs fantômes pour seulement mettre l'ONATRA à genoux. En saluant l'implication du président de la République et du gouvernement dans la réhabilitation de la SCTP dans ses droits, le personnel exprime le vœu de voir le gouvernement libérer effectivement le crédit de 14 millions de dollars au bénéfice de cette entreprise. Les nouveaux protocoles de riposte contre Ebola donnent des signes encourageants dans la ville d'Igoma. Jusque ce dimanche soir, il n'y a pas eu de nouveaux cas de maladies infectés. Bien au contraire, les 2 cas avérés sous traitement ont beaucoup de chances de guérir de la maladie. Eh bien, la situation ici à Goma, c'est relativement calme. Les 2 cas, donc la mère et son fils, qui étaient mis sous traitement, se portent de mieux en mieux. Et ce matin, ils ont même commencé à se nourrir eux-mêmes. Donc c'est un bon signe. Et je pense que dans les jours à venir, ils pourront même quitter les centres de traitement. Alors, comme vous le savez aussi, nous voulons vraiment suivre tous les cas suspects le plus scientifiquement possible. Et donc pour le moment, nous avons 15 cas suspects qui sont au centre de traitement, mais simplement pour attendre qu'on puisse terminer les investigations sur le plan biologique. Et nous aurons donc les résultats des analyses demain matin, ce qui fera que peut-être on va les libérer tous. La nouvelle approche privilégie la sensibilisation à travers une communication de proximité. Ce dimanche, Dr Muyembe a fait le tour de quelques églises pour prêcher Ebola. Son constat est satisfaisant. J'ai transmis le message pour surtout faire comprendre à la population comment le virus Ebola se transmet et comment on peut l'éviter. Et nous cherchons donc la collaboration, la coopération, l'implication de la population, à commencer par les chrétiens, n'est-ce pas, de cette église, qui doivent, n'est-ce pas, montrer l'exemple, n'est-ce pas, au reste, n'est-ce pas, de la population. J'ai vraiment été très content de voir que les pasteurs, les prêtres se sont vraiment engagés, se sentent vraiment impliqués dans la lutte contre Ebola. À l'église Emmanuel Landé Temple, où Dr Muyembe est passé, le message est bien reçu. Le pasteur Omar est l'un des leaders locaux les plus influents. Il s'en félicite. L'Ebola, c'est un virus, ce n'est pas spirituel. Et nous devons sensibiliser et nous continuons à sensibiliser nos fidèles. De lavage de mains, d'observer toutes les dispositions d'hygiène qui nous recommandent les autorités et les partenaires de notre pays. Et pour nous, étant que des leaders d'opinion, étant que pasteurs, chaque jour, c'est notre travail pour sensibiliser nos fidèles. Ce lundi, Dr Muyembe entame le Grand Nord par Béni, le foyer de résistance de la maladie d'Ebola. Il va sur place expérimenter les nouveaux protocoles multisectoriels afin de venir à bout de la maladie à virus d'Ebola. Les médecins sont appelés à assurer la prise en charge de malades victimes de plusieurs pathologies liées aux infections et différentes épidémies, notamment la fièvre à virus Ebola, qui emporte la vie de la population congolaise. Les médecins tombent aussi victimes et meurent dans l'exercice de leurs fonctions. Autant qu'ils doivent rester prudents et vigilants par rapport à Ebola en cours, autant qu'ils sont appelés à veiller à tout. Ainsi, au cours de cette rencontre,
des réflexions placées sous le haut patronage du chef de l'État, les médecins réunis au sein du syndicat national des médecins, le SINAMED, ont évoqué la question des assurances des médecins, leurs droits et leurs patients, leur prise en charge médicale et celle de leur famille. Pour une bonne sensibilisation, les experts et partenaires des assurances se sont appesantis sur la garantie de la vie des médecins. Le professeur John Senga a, dans son intervention, présenté l'intérêt de ces échanges, concentrés sur comment garantir la vie des médecins et de leurs familles. Et s'il faut s'engager à un assureur, on doit tenir compte de la vie de chaque membre syndiqué avant tout. M. Philémon Mambou de Rao Shoer, lui, est revenu sur l'importance des assurances de la vie des médecins. Pour le professeur Raoul Poto de l'Université de Kinshasa est expert. Lui a réfléchi avec l'assistance sur les grands enjeux du projet assurance. Le professeur John Senga et le docteur Fabien précisent. Si les médecins travaillent dans de meilleures conditions, s'ils sont en bonne santé eux-mêmes, s'ils sont bien rémunérés, s'ils ont moins de soucis, ils rendront le meilleur à la population. Et donc, le SINAMED en tant que syndicat ne se limite plus à revendiquer auprès du gouvernement, mais il va aussi vers des partenaires, naturellement, qu'il présentera aussi au gouvernement pour un appui. C'était un débat ouvert, les médecins ont posé des questions pour comprendre ce que c'est l'assurance, mais surtout de comprendre les meilleurs que nous offre notamment la société Réussir pour les médecins. Les préoccupations soulevées par les uns et les autres ont enrichi le débat. C'est un groupe électrogène flambant neuf que le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, vient de mettre à la disposition de la population du territoire de Mouéka, dans la province du Kasaï, pour pallier à la carence en électricité dans la cité de Mouéka et permettre ainsi à cette population d'avoir accès à l'eau potable. Ce geste combien louable posé par le chef de l'État a été salué avec enthousiasme par la population de cette partie de la République qui croit ainsi fermement se rapprocher à coup sûr du développement. Au nom de notre population, nous remercions vivement le chef de l'État pour cet acte louable, pouvant permettre aux chefs-lieux de ces territoires d'éviter les maladies d'origine hydrique et l'insécurité et donne par la même occasion liée au développement tant entendu. Signalons par ailleurs que ce groupe électrogène a été acheminé sur place à Mouéka par le canal du chef de la maison civile du chef de l'État, Monseigneur Gérard Moulumba. En séjour à Kinshasa, la secrétaire exécutive de la communauté de développement de l'Afrique australe a eu des entretiens avec le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Le chef de l'État a par ailleurs reçu les adieux de l'ambassadeur de la République populaire de Chine, arrivé fin mandat en RDC. Les relations entre la République démocratique du Congo et la Chine sont toujours au beau fixe. En témoigne la réalisation de nombreux projets de coopération bilatérale entre Kinshasa et Pékin. L'ambassadeur de Chine, Wang Tongking, l'a déclaré à l'issue de la visite d'adieu au président de la République à la Cité de l'Union africaine au terme de son mandat de 4 ans et 8 mois en RDC. Il s'est réjoui des réalisations durant son service consulaire à Kinshasa, en l'occurrence la mise en service du bâtiment du gouvernement, l'achèvement des travaux de l'hôpital de référence de Lubumbashi, l'accès à la télé-satellite pour 500 villages congolais, des projets parmi d'autres prédisposant la coopération entre la RDC et la Chine vers des lendemains meilleurs. Le chef de l'État et son hôte ont aussi passé en revue au cours de leur entretien des projets en voie de réalisation, notamment la construction du centre culturel et artistique de l'Afrique centrale à Kinshasa et la construction de l'Institut de formation professionnelle à Kolwezi dans la province du Lualaba. La mise sur pied d'une station de transformation de l'électricité à Kinsuka et l'informatisation du ministère des Finances sont aussi des projets gagnant-gagnant entre la RDC et la Chine.
Par ailleurs, le conflit coutumier dans la chefferie de Nyiragongo était au centre de l'entretien que le président de la République a eu à la cité de l'Union africaine avec quelques chefs traditionnels protagonistes en présence du vice-premier ministre, ministre en charge de l'Intérieur et la Sécurité ad intérim et du gouverneur de cette province. Tout cela afin de mettre un terme à cette situation causant l'absence de gouvernance dans cette chefferie du Nord Kivu. Reçu à la résidence présidentielle de l'Ancélé, la secrétaire exécutive de la communauté de développement de l'Afrique australe, Mme Stergomena Laurence Tax, est venue féliciter le chef de l'État pour son accession à la magistrature suprême en RDC et s'enquérir de sa vision sur la mission conférée à la SADC. Elle a dit au sortir de cette entrevue, ajoutant qu'elle a aussi saisi l'opportunité pour expliquer au président de la République les points inscrits à l'ordre du jour du prochain sommet de la SADC qui se tiendra du 17 au 18 août prochain à Dar es Salaam, en Tanzanie. La semaine qui s'achève a connu aussi bien de mauvaises que de bonnes nouvelles. Les longues négociations entre le Cap pour le changement Cash et le Front commun pour le Congo FCC ont livré leurs conclusions. Les négociateurs Cash et FCC ont apposé leur signature au bas du document qui scelle officiellement la coalition. Les grandes lignes qui ont la pertinence de conduire le Premier ministre Sylvestre Ilunga Ilunkamba dans la constitution de son gouvernement lui ont été remises. Une année après sa déclaration dans la zone de santé de Madina, dans le territoire de Béni, Ebola court toujours. Près de 1800 victimes déjà enregistrées. De nouveaux cas ont été confirmés à Goma dans le Nord Kivu, une des grandes villes de la République. La mobilisation dans la riposte est à la hauteur. Un nouveau plan stratégique revu et corrigé a été avalisé. Et l'équipe de riposte que conduit le docteur Jean-Jacques Mouyembe est rassurante. L'épidémie n'a pas échappé au contrôle. Des milliers de nouveaux diplômés du supérieur sur les marchés de l'emploi. Universités et instituts supérieurs, tant publics et privés, ont clôturé l'année académique 2018-2019 à travers l'ensemble du pays, conformément au calendrier académique. Si l'on s'en tient aux conclusions de la 10e réunion de l'énergie des Grands Lacs EGEL, la centrale de Ruzizi 3 verra enfin le jour. 700 millions d'euros pour 147 MW, le projet est très intégrateur. Sur la rivière Ruzizi, ce sera en aval des deux premières centrales qui existent. Le Rwanda, le Burundi et la RDC sont bénéficiaires. Les ministres de ces trois pays ayant dans leurs attributions l'énergie ont signé les documents qui a sanctionné dans la semaine la fin de la 10e réunion de l'EGEL. Dans le programme des 100 premiers jours du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, il avait été fait mention des constructions de logements sociaux. Eh bien, dans la semaine, on a compté 180 conteneurs au quai de Matadi pour les 300 premiers logements à construire à Kinshasa. La firme turque Carmode est chargée de le faire au regard de l'expérience qu'elle traîne dans près de 105 pays. À la Chambre haute du Parlement, l'heure était à la remise-reprise entre le bureau définitif, conduit par l'honorable président Alexis Thambwe Mwamba, et le bureau provisoire. Désormais, le Sénat est totalement aux commandes du sénateur-président Alexis Thambwe Mwamba. Sous le thème international, célébrer les victoires partielles et le thème national, promouvoir la paix, garantir les victoires des femmes, la journée internationale de la femme africaine a été célébrée. La ministre du Genre, Enfants et Familles, Chantal Safou Poussa, a lancé la quinzaine de la femme africaine. Plusieurs délégations ont marqué de leur présence cette journée à Kinshasa. Il était parmi les premiers réalisateurs formés de la République du Zaïre. Eleuthère Lutuma Bangu a rejoint les ancêtres après avoir donné une âme au métier de la télévision congolaise. Avec sa mort, c'est la fin de l'histoire de ces 5 braves envoyés à Paris en 1963 pour apprendre la télé. Revenus en 1967, ils ont conçu, produit et réalisé des émissions qui ont façonné des stars de télé. Ainsi, Eleuthère Lutuma Bangu, le cordon va en paix avec le sentiment d'avoir joué, comme il se devait, sa partition. La crise multiforme que la République démocratique du Congo a connue depuis près de 3 décennies n'a pas épargné des milliers universitaires. Certaines institutions se sont illustrées dans la reproduction des comportements de corruption des mœurs. C'est ainsi que l'on assiste à l'émergence du discours du genre les points sexuellement transmissibles ou tout simplement l'obligation faite aux étudiants de disposer d'un support comme garantie de réussite à l'examen. Cet état d'esprit général a révolté le comité de gestion de l'Institut supérieur des commerces de Kinshasa, piloté par le professeur Augustin Bangala. La thérapeutique des chocs porte aujourd'hui ses fruits. L'IEC à l'époque, les codes, on ramassait les codes partout. Dans tous les 4 codes de l'IEC, on ramassait les codes comme on veut.
l'étudiant peut se dire je ne peux ou pas étudier, je peux rester à la maison, je peux même me retrouver à l'étranger, mais je le sais bien, à la fin de l'année, je vais monter des classes supérieures. Pourquoi? Parce qu'à l'époque, l'IEC ne se comportait pas de la manière dont c'est en train de se comporter actuellement. Tu peux ou ne pas être au sein de l'IEC, mais tu peux réussir comme tu veux. Pourquoi? Parce que la réussite a été conditionnée par les supports. Nous disons à tous nos étudiants, l'achat du syllabus ou du support n'est pas obligatoire, mais il est utile pour eux. Mais acheter obligatoirement, à ma connaissance, les choses sont en train d'évoluer. Non. Pour vous voulez peut-être arriver à ce qu'on appelle les points sexuellement transmissibles ou financièrement transmissibles, non. Mais quel est le secret du succès de la campagne dite de lutte contre les antivaleurs initiée par le leadership de l'IEC à Kinshasa? Nous gérons collégialement et nous privilégions d'abord ce qui est acquis, la bonne gouvernance, si je peux vous le dire. Parlant des recettes locales, nous n'avons qu'une seule source de recettes ici. Et la source principale, ce sont les frais académiques des étudiants, que les étudiants nous payent. Nous essayons de gérer ça en bon père de famille, en bon gestionnaire, parce que si on ne vous a pas dit, 80% de nos recettes, ça sert à payer la prime du personnel. Raison pour laquelle ils sont payés pendant 12 mois. 12 mois sur 12, nous payons la prime du personnel. Et nous ne gérons que les 20 ou 25% qui restent là. Et nous payons chaque mois. Nous n'avons pas de dettes. Il n'y a pas d'arriéré de la prime. Parce que c'est d'abord le social. Si l'IEC passe pour une institution universitaire à avoir proposé une thérapeutique des chocs, la résistance ne manque pas face au changement. Je constatais que dans mon pays, quand vous luttez contre une structure mentale déviante, un comportement ancré qui va dans le mauvais sens, et que vous venez vous chercher à redresser la barre, vous apportez des réformes, au-delà du fait que les gens résistent contre le changement, mais les gens vous combattent. Et ça, c'est paradoxal. Et c'est ce que je n'arrive pas à bien comprendre, à bien assimiler dans mon pays. Donc celui qui vient combattre le mal, il est très mal vu par une catégorie de gens. Et il est combattu à son tour à mort. Le changement a toujours provoqué des résistances. Des tireurs de ficelles du désordre qui avait élu domicile à l'IEC Kinshasa continuent le jeu d'agitation dont ils détiennent le secret. Seulement voilà, ils ne parlent jamais à visage découvert. Le constat est désolant et même malheureux. C'est le qualificatif qui convient au regard du pléthorique du personnel médical observé dans différentes formations sanitaires de Kinshasa. Pendant que tout le monde préfère travailler à Kinshasa, les hôpitaux et centres de santé à l'intérieur du pays éprouvent une carence criante en personnel qualifié. Parmi les facteurs favorisants, on peut noter l'embauche abusive et même désordonnée. Comment en est-on arrivé là? Dans le domaine de la santé, les pléthores viennent de ceci. Les honorables, leurs excellences, tous les généraux, ils veulent faire engager leurs cousins, leurs beaux-frères, je ne sais pas, qui viennent de terminer l'université. Mais quand ils vont chercher la commission d'affectation chez le secrétaire général, moi, je suis dans l'intérieur de Kinshasa. Et quand vous savez, parce que nous allons parler de ça, les secrétaires généraux n'ont jamais été suspendus par le ministre, n'ont jamais été révoqués par le ministre. Maintenant, on laisse le ministre prendre la décision si les hauts fonctionnaires qui doivent être protégés par le président de la République, la plupart des secrétaires généraux, on les suspend. Parce que peut-être il a fait remarquer au ministre que non, ici vous aviez prêté tangente, c'est pas bon. On les suspend. Quand on suspend le secrétaire général, il part pour de bon et le même ministre-là va désigner son secrétaire général intérimaire. Et celui-là va rester. Deuxièmement, on ne respecte pas les textes dans les arrêtés de mise en application, décret numéro 06/130 portant statut spécifique de médecin de service public de l'État. Il est dit que le médecin soit recruté par le ministre ayant la santé publique dans ses compétences. En notre temps, le secrétaire général ne recrutait pas. En notre temps.
c'est le ministre qui a affecté le médecin. Déjà là, nous laissons les textes à côté. Tout le monde peut affecter maintenant. Comment ne pas avoir les pléthores? Les médecins inspecteurs affectent, les directeurs provinciaux de la santé publique affectent, les directeurs de province affectent, le ministre provincial ayant la santé publique dans ses compétences affecte, le gouverneur affecte, même les chefs des églises, des confessions religieuses affectent pour l'État. Cet état des choses est aussi déploré par le staff dirigeant des institutions hospitalières de Kinshasa. Tous les jours ou tous les mois, on nous affecte les médecins. Et ça, ça devient un grand problème parce que le personnel devient pléthorique. Normalement, à notre niveau, avant de nous affecter les médecins, on devrait voir notre état de besoin. Si le besoin est là, nous sommes d'accord. Et si par exemple on nous affecte des médecins, qu'on nous laisse aussi libres de faire la sélection. Mais comment y mettre fin? Nous, en notre temps, le secrétaire général à la santé publique ne regardait que là où se trouvent les postes vacants. Là, on a besoin de médecins et on orientait le médecin sans tenir compte que c'est l'enfant de tel ministre ou c'est l'enfant de tel député ou sénateur. Maintenant, ce n'est pas le cas. Nous avions été envoyés à l'intérieur. Nous avions fait l'intérieur, nous avions progressé. Nous sommes maintenant à Kinshasa. Que les jeunes gens aillent à l'intérieur. On crie pléthore à Kinshasa. Et quand vous allez quelque part là, vous allez trouver que, oh non, dans tel territoire, il n'y a pas de médecin. Dans tel territoire, il n'y a pas de médecin. La solution est d'abord désengorger les grandes villes. Et vous allez trouver que dans cet ordre d'idées où ils veulent que leurs enfants n'aillent pas à l'intérieur, on commence à envoyer le médecin dans des centres de santé. Les centres de santé, dans leur histoire de santé pour tous, ça n'a pas été conçu pour le médecin, c'est pour un infirmier titulaire. Maintenant, on envoie pour un centre de santé, vous envoyez 10 ou 15 médecins. D'aucuns pensent que la solution serait de revenir à la pratique et la procédure d'antan qui imposait l'engagement et la mécanisation de demandeurs d'emploi dans le secteur de la santé de se soumettre à l'autorité du ministère de la Santé publique. L'endométriose est une maladie dans laquelle les tissus tapissent normalement l'utérus, se développant ainsi en dehors de ces derniers. C'est une pathologie peu connue du grand public, très douloureuse, difficile à diagnostiquer et qui frappe essentiellement les femmes. Environ une femme sur 10 en est victime à travers le monde. C'est ce qui a été dit par des orateurs lors de la conférence médicale publique organisée par la fondation d'Amy Berlin, FODAB en sigle, le samedi 2 août dans la salle au Capuy de l'Institut national pilote de l'enseignement des sciences de la santé. Durant cette cérémonie, le professeur Emmanuel Nzaongoma, président de la fondation, a présenté aux participants le concept endocompassion et il a annoncé le lancement prochain de la campagne de lutte contre la douleur pelvienne féminine. Nous comptons effectivement être une voie qui va fédérer beaucoup d'énergie autour de la prise en charge pour que nous arrivions à faire quelque chose parce qu'il faut qu'on ait des experts qui sortent de notre pays pour la prise en charge de cette maladie. Au cours de la période allant du 15 au 30 septembre, les femmes ayant les douleurs au bas-ventre et celles ayant des problèmes de conception seront enregistrées. Ensuite, du 14 octobre au 2 novembre débutera la campagne de la paroscopie pour les femmes éligibles. La présence de 2 élus de la Chambre haute du Parlement congolais à cette conférence a dénoté de la volonté manifestée par les autorités du pays à œuvrer dans la lutte contre les souffrances que subissent les femmes congolaises victimes de l'endométriose, dont le coût de traitement est très élevé. Près de 2000 lauréats, issus de 2 cycles, graduats et licences de l'Institut supérieur de commerce IEC Kinshasa, vont rejoindre le marché de l'emploi en RDC et prouver de quoi ils sont capables devant une foule immense composée des invités du monde académique, scientifique et administratif avec une invitée de marque, l'ex-première dame, Olive Lembe Kabila, venue louer les efforts des étudiants et encourager les lauréats, proclamer et obtenir leurs grades académiques en séjour. Le directeur général de l'IEC, le professeur Mbangala, a loué les efforts de l'ensemble de tous les personnels académiques et les étudiants pour la réussite
de cette année académique 2018-2019 qui était marquée spécialement par la tenue des élections. À l'Université libre de Kinshasa ULK, sur 15e rue de Limité, moins de 10% seulement des lauréats proclamés et ont obtenu leurs grades académiques pour l'ensemble des étudiants inscrits régulièrement cette année académique 2018-2019 dans différentes filières organisées. Fruit de la rigueur du comité de gestion dirigé par le recteur, le professeur Bola Ntotele, avec en tête le PCA Médard Bompoko. Occasion pour le secrétaire général académique de l'ULK Bompaka Nkei de brosser les tableaux des activités et des exploits réalisés par cette première université privée de la RDC. Assise sur des infrastructures fiables, l'ULK dispose d'un laboratoire moderne pour les sciences médicales, 5600 ouvrages dans la bibliothèque et les étudiants ont bénéficié pour cette année de 18 conférences, débats, sans oublier les festivités des 30 ans d'existence de cette université célébrée cette année académique 2018-2019. C'est avec les concours de tous les 233 membres du personnel. C'est autour du thème « La réforme du système électoral et la gouvernance des ressources naturelles en RDC » que l'atelier de la Commission Justice, Paix et Sauvegarde de la création de l'Église du Christ au Congo ECC s'est tenu. Durant 4 jours, plusieurs orateurs, parmi lesquels les experts de l'ECC, les professeurs d'université et les membres de la CENI, à cet atelier, les 95 communautés que compte l'ECC ont toutes envoyé leurs représentants. Une participation effective à ces réflexions menées pour proposer un changement de la plénière de la Commission électorale nationale indépendante CENI, mais aussi de son bureau. Des travaux en atelier qui se sont également intéressés au rôle de la Cour constitutionnelle dans notre système électoral. Le président de l'Église du Christ au Congo nous a instruit comme Commission Justice, Paix et Sauvegarde de la création de pouvoir travailler avec tous les experts protestants, avec tous les techniciens de la maison, mais avec aussi les concours des professeurs qui ont exposé sur la question. Nous avons déjà trouvé dans le terme de nos recommandations la position officielle de l'Église du Christ au Congo quant à la réforme du système électoral. L'Église est en train plutôt de voir dans le cadre constitutionnel déjà en plaisance, dans l'architecture institutionnelle déjà posée, donc à quel niveau nous pouvons intervenir pour accompagner les processus de réforme. Les recommandations qui sortent de ce forum seront soumises au président de l'ECC pour un plaidoyer auprès des partenaires du gouvernement et du Parlement. Sous les thèmes Croire et vivre, les journées diocésaines de la jeunesse organisées par l'Église catholique à la paroisse d'Annonciation du Niakasanzan poursuivent normalement ses travaux. Au total, plus de 5000 jeunes venus de différentes paroisses de l'Ituri, voire du Nord Kivu, prennent part à ces assises. L'organisateur de ces journées diocésaines de la jeunesse revient sur le sens de cette rencontre. La jeunesse, comme elle est force vive, c'est par la jeunesse qu'on passe. Si la jeunesse comprend qu'elle ne doit pas être manipulée, qu'elle doit dire non, je pense qu'on peut arrêter même la guerre. À cette première journée, le gouverneur de l'Ituri, Jean Bamanissa Saïdi, invité de marque à cette rencontre, a appelé les jeunes à l'unité, à combattre les antivaleurs, le tribalisme, à s'impliquer pour la désolidarisation des ennemis de la paix, tout en soutenant les actions de développement du gouvernement provincial. Pour nous, c'est d'abord une grande joie de voir les jeunes tous ensemble comme ça réunis. Vous savez que vous êtes une grande force. C'est vous qui allez construire le Congo de demain. Pour le construire, il faut avoir une vision de notre pays, de notre province, pour que nous puissions savoir ce que nous voulons faire. Nous voulons remettre l'Ituri sur le droit chemin, ramener la paix et ramener le développement. Faire de l'Ituri la petite Suisse, c'est pas ça. Signalons que les journées diocésaines de la jeunesse se sont organisées au sein de l'Église catholique chaque fois avant le début de l'année scolaire. Question de conscientiser les jeunes sur certaines questions clés de la vie.
Le développement du sport dans notre pays est une affaire de tous. Faisant sienne cette assertion, l'honorable Henriette Ouamou s'est rendu dans la commune d'Ngiringiri le dimanche dernier pour encourager les judokas de sa circonscription. Elle a à cet effet lancé un appel à la pratique saine du sport et à se démarquer du banditisme. Très attentif de leurs préoccupations, l'honorable Henriette Ouamou a pris en compte les désidératas des judokas pour des solutions idoines. Ces jeunes judokas ont exprimé toute leur reconnaissance à l'endroit de leur bienfaitrice et ont promis de s'aligner dans la vision du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, pour l'émancipation du sport congolais. La sensibilisation de la base s'impose, question d'inculquer aux militantes et militants le concept « Aucun village sans UNC », concept lancé dernièrement par le secrétaire général de ses partis chers, Vital Kamere. L'appropriation de cette feuille de route a vu Joseph Papi Okata, en sa qualité de chargé de recrutement et implantation, de sensibiliser jour et nuit les militants afin de conjuguer ensemble les efforts pour la matérialisation de la vision du parti, celle liée à la conquête du pouvoir. Après la commune d'Engaliema, Lingwala, pour ne citer que cela, vient à présent le tour de la commune de Kinshasa. Ici, la population de ces coins de la capitale, jeunes et vieux, bref, toutes les couches sociales confondues, ont réitéré leur soutien indéfectible à l'autorité morale de l'Union pour la nation congolaise. À travers cette matinée politique, Joseph Papi Okata a passé en revue la situation politique de l'heure, avant bien évidemment de faire un état de lieu du parti. Message bien imprégné grâce aux réponses du chargé de recrutement et d'implantation. Pour preuve, plusieurs d'entre eux ont été enregistrés pour leur adhésion. Il faut noter une présence remarquable de femmes commerçantes du marché Zigida, coordonnée par Madame Charline Kaliza. Une satisfaction pour Papi Okata. On doit d'abord terminer les 24 communes de Kinshasa avant d'entamer des provinces. Que tout le monde sait que les grands enjeux nous guettent. Celui de 2023, on devait commencer l'opération de maintenant. Nous venons de faire l'adhésion des masses ici, dans la commune de Kinshasa. Mon impression est que ça dit vraiment les gens adhèrent dans ce que nous sommes lancés. Pas une parcelle sans lien. Aujourd'hui, vous avez vu plus de centaines de nouveaux adhérents. Cette rencontre réussie, elle va se poursuivre dans les 26 provinces de la République démocratique du Congo. L'artiste et musicien Matumona Defao est rentré à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo, ce dimanche 4 août 2019, après plus de 20 ans d'absence au pays. Un retour qui s'inscrit dans le cadre de l'appel lancé par le chef de l'État aux fils et filles de la RDC se trouvant à l'extérieur du pays de revenir chacun dans son domaine pour la reconstruction du pays. L'artiste remercie ici le chef de l'État pour son implication. Je suis très content de rentrer dans mon pays aujourd'hui. Je dis merci au chef de l'État et son directeur de cabinet qui ont facilité mon retour. J'ai beaucoup traîné parce que j'avais beaucoup à faire. Si vous parcourez mon passeport, vous comprendrez que j'ai été très en mouvement. C'est aujourd'hui le jour que je devais rentrer. Le général Defao rentre dans sa jupe baissière avec un album fini qui sera présenté bientôt aux mélomanes congolais.